Jacob Freud, quadragénaire, déjà père de 2 grands-enfants et déjà grand-père, épouse en seconde noces Amalie. En 1856, Sigy est le premier des 8 enfants nés de ce mariage. Après des études de neurophysiologie, Freud travaille au laboratoire de Brück à l'université, mais Brück, paternel, l'avertit. Puis Freud passe 19 semaines avec Charcot à l'asile de la Salpêtrière et découvre la ressemblance saisissante entre l'hystérie et l'hypnose. Comme il constate que l'électrothérapie agissait parfois grâce à la suggestion, il adopte l'hypnose. Puis il l'abandonne peu à peu. En 1896, Freud crée le mot psychanalyse. Alors bon, pour moi, donc c'est parti. Bon, je me suis vraiment interrogée sur la psychanalyse, sur les analystes, toutes ces choses-là. C'est passé par hasard. Quelqu'un que je connaissais il y a 15-20 ans de ça m'a fait connaître un bouquin qui s'appelait qui était écrit par Krishnamurti, dont il avait fait, et j'ai lu tous les livres de cet homme-là. Et c'est vrai que le premier livre que j'ai lu, c'était L'éveil de l'intelligence, c'était un gros bouquin comme ça. Je me posais beaucoup de questions sur moi-même, tout ça, et c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup de déclics. À chaque fois que je lisais, je partais, j'avais l'impression que au niveau de mon inconscient, ça faisait pas mal de déclics. Et je suis même allée lire ça à la montagne, tranquillement, dans un pré, et je suis partie à lire tous ces bouquins. Voilà, donc après, c'est vrai que je me suis intéressée à tout ça. J'ai connu des gens à l'époque aussi qui s'interrogeaient beaucoup sur les sectes. Donc, voilà, et c'est vrai qu'après, je me suis amenée un peu à essayer de comprendre la nature humaine, le cerveau, la psychologie, l'inconscient, le subconscient, toutes ces choses-là. Ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord psychanalyse, donc l'analyse de la psyché, l'analyse du psychique. Chez moi, tout de suite, ça interroge le prêtre, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte, voilà, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça peut apporter dans le bien des personnes. Et immédiatement, évidemment, je pense à ce que j'ai fait au séminaire en disant attention aux sciences humaines, ne nous égarons pas. Alors évidemment, je vous le répète, nous sommes faits sur 3 trépieds, comme un tabouret qui tient bien, le corps, le psychique et l'âme. Voilà. Alors finalement, je ne suis pas jésuite, mais je vous répondrai d'abord avec une question. Est-ce que la psychanalyse prend en compte ce trépied et prend en compte qu'il y a le corps, il y a le psyché, et le psychique, et il y a l'âme. Est-ce que ça prend en compte, ça aide l'âme? Voilà. Alors immédiatement, comme j'ai déjà quelques notions et j'ai lu quelques livres sur le sujet, je l'associe à ce que nous faisons, nous juifs, constamment, à partir des textes, c'est-à-dire interprétation. Je l'associe à ce mot-là. Interprétation, sauf que la psychanalyse n'interprète pas que les textes, elle interprète aussi ce que les gens disent d'eux-mêmes. Et dans ce sens-là, je comprends très bien qu'il y a des gens que ça intéresse, à qui ça fasse énormément de bien. Moi, je regarde ça avec un œil un petit peu amusé, parce que c'est effectivement, comment je vais dire ça, c'est ce que nous faisons et ce que nous avons toujours fait, nous les Juifs, à partir de nos textes. Oui, je crois pouvoir
entendre quelque chose que l'on ne va pas exprimer en dehors d'un lieu protégé. Voilà. Est-ce que le psychanalyste, le prêtre, peut être ce lieu protégé? Ces oreilles qui vont écouter sans juger, qui vont entendre sans interpréter hors mesure de la personne et qui vont finalement enfermer plutôt que libérer. Qu'est-ce que ça t'apporte maintenant de travailler le Talmud avec toute l'expérience que tu as, avec le regard que tu peux faire sur la psychanalyse? Maintenant, Ouais. je te raconterai bien une histoire. Peut-être ça m'autorise à comprendre un tout petit peu comment ça marche la psychanalyse, précisément parce que c'est au regard de l'histoire de mon peuple. C'est précisément par rapport à ça. C'est-à-dire que en même temps, c'est comme une construction de sens dont je sais que ce n'est jamais qu'une construction. C'est-à-dire on considère, nous, dans le judaïsme, qu'il n'y a que le texte écrit ne peut pas être lu seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Torah. Il y a une Torah écrite et une Torah orale. Et la centralité réside dans la Torah orale, pas dans la Torah écrite. C'est-à-dire que le texte seul, fermé, est ici dans une armoire, dans un placard, et qu'il ne sert à rien tant qu'on ne l'ouvre pas. Et c'est au moment de la lecture que le texte prend sa vie. Je ne veux pas rentrer dans le sujet parce que je ne suis pas suffisamment compétent. Est-ce que la psychanalyse est une science juive? Est-ce que c'est un hasard ou pas, si ça a été inventé par un juif? Je ne suis pas compétent pour parler de ça, ça me gênerait. Je sais que nous, les juifs, nous avons toujours fait ça, et que c'est avec un regard un peu amusé que nous voyons la façon dont Freud l'a pris, ce qui est parfaitement, tout à fait intéressant, il a le droit de le faire. Après, est-ce que la notion de conscience ou d'inconscient recouvre la notion d'âme? C'est un sujet immense. Parce que la Torah, ce qu'elle dit, qu'elle est la vérité. Elle est la vérité. N'est-ce pas? Il y a même des raves qui disent, des rabbins qui disent la Torah, elle a précédé Dieu. Elle est là. Elle est là. D'accord. Et alors, il donne la Torah, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui précède. Alors, c'est le verbe. Non, c'est pas le verbe. Parce que le verbe, moi, ce qui m'embête avec cette histoire de verbe, c'est qu'on est coincé avec ça, parce qu'on élimine l'écrit. Et ça m'embête. Quand on dit le verbe, nécessairement, tout un chacun entend la parole, le propos. Donc tu élimines la lettre. Et la lettre, ça m'embête qu'elle disparaisse, parce que la lettre, ça me paraît tellement essentiel dans la psychanalyse. Oui. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, ça me paraît tellement essentiel que c'est un peu c'est très gênant de parler du verbe. Si la vérité c'est la Torah, il y a du dogme. Exactement. Il y a du dogme. Donc, ça voudrait dire, du coup, s'il y a du dogme, que ce dogme-là pourrait être nécessaire. T'as pas du dogme au sens où tu l'entends chrétiennement, si tu veux. Je veux dire par là que personne n'est détenteur de la vérité. Nul humain n'est détenteur de la vérité. Donc la Torah, elle est posée. Elle est posée comme vérité, mais complètement inaccessible. La question, ce dogme, on peut le mettre en parallèle avec en psychanalyse, quand Lacan il dit il ne faut pas boucher le trou du réel dans le symbolique. Okay. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans des illusions. Okay. Il faut pas. C'est un peu comme le serpent d'airain. Quand Moïse dit il y a des serpents là, ben non, regarde là-haut. C'est un peu flou dans la tête, mais à un moment donné, je sais que les Hébreux, dans le désert, se lamentent sur des problèmes basiques.
je crois qu'ils sont représentés par des petits serpents, c'est une métaphore. Et à un moment donné, Moïse dit, mais il ne faut pas regarder ça, il faut regarder là-haut. Et donc, là-haut, je crois qu'il construit un immense serpent d'airain. Voilà. Ouais, non, on sort. Allez, hop. On sort. Ça va, Moula? Moi, je suis en pleine contemplation de moi-même. Bon, et moi, là, ça va, le cadre? Ouais. Et le son, c'est bon, le son? On a éteint nos portables? Je sais pas. Ah, qu'est-ce qui peut m'allumer une cigarette? Non, je fumerai après. Ah, oui. Bon, alors, Jean-Louis, on se lance? Oui, on va y aller. Allô? Non, je peux pas, là, je suis à l'église, je te rappelle plus tard. Oh, ouais, c'est bon, on va y aller, allez. Bon, allez. On va y aller. Hein. Ben, on y va, alors le religieux, allez-y, lancez la balle, je la récupère. Alors, on a souvent dit que la psychanalyse, ça fonctionnait parfois, enfin, tout au moins les groupes psychanalytiques fonctionnaient parfois comme une secte, comme une religion. Oui, c'est ce qu'on a dit. Vous l'avez déjà entendu, ça? Je l'ai déjà entendu, et il est vrai qu'il y a quelquefois des groupes psychanalytiques qui semblent ressembler peut-être à des sectes, avec des gourous incarnés, pas morts, bien vivants. Et d'ailleurs, il est difficile de tuer, hein, parce qu'ils ne se laissent pas tuer comme ça. Ça serait quoi la différence entre une religion et une secte, alors? Je pense que la différence est très très ténue. On peut passer insensiblement d'une à l'autre, mais il y a peut-être le rapport au texte dont on a parlé dans le film, au texte fondateur. C'est-à-dire que les textes, il peut y avoir une herméneutique des textes, un questionnement des textes. Hein. Dans une secte, déjà, il n'y a pas de texte. Il n'y a qu'une parole, c'est celle de celui qui sait, celui qui commande. C'est un fonctionnement totalitaire, autoritaire. Il n'y a pas de remise en question possible. Mais peut-être que dans une religion, le père est toujours mort, il a été tué. Alors que dans une secte, le gourou, au fond, il ne peut pas mourir. Et les adeptes feront certainement tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que non seulement le gourou ne mourra pas, mais que s'il meurt, tout le monde meurt avec lui. Et puis le gourou ne paye pas sa cotisation. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à la castration. Celui qui meurt, dont vous parlez là, le père mort, il sait que ses fidèles, ceux qui lui sont fidèles, de toute façon, commettent des péchés. C'est-à-dire que le pardon fait partie du fonctionnement même du groupe, de la religion. Mais dans la secte aussi, le gourou peut pardonner. Non. Parce que dans la religion, d'emblée, on a affaire à un sujet qui est divisé déjà. Alors que dans la secte, il n'y a pas de sujet divisé. Avec des psychotiques. Il y a peut-être des hystériques. On en est sûr. Mais non, la question de la sublimation, vous n'y avez pas répondu. Parce qu'au fond, toutes les pulsions sexuelles, il faut bien les mettre quelque part. Alors au fond, si on les donne, on les tourne vers Dieu, elles sont sublimées, on en fait quelque chose d'honnête, de moral, d'acceptable socialement. Ouais, bon. Si on s'en tient à la doxa freudienne, la sublimation, c'est une désexualisation de la pulsion. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une secte, tous les adeptes d'une secte, ils sont tous égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence sexuelle, justement. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans une religion. Donc, il n'y a pas lieu de sublimation dans une secte.
Non, parce que pas besoin de sublimation, puisque le gourou couche avec tous ses adeptes. La possibilité de passer directement. Bah, c'est le principe d'une secte, sinon ça sert à quoi d'être gourou? Vous le savez? Personnellement, non. Par rapport à la question que nous posions tout à l'heure, à savoir est-ce que la psychanalyse ne relève pas parfois d'une religion, il y a la question de l'éthique qui intervient aussi. C'est-à-dire que l'éthique de la psychanalyse, l'éthique du psychanalyste, c'est de se garder de la jouissance. C'est-à-dire que l'éthique, c'est vraiment entre le désir et la jouissance, ce qui vient s'interposer pour se garder de la jouissance. C'est-à-dire que dans une religion, en fait surtout dans une secte, celui qui a fondé la secte, on le croit. Hein? Alors que c'est pas la même chose de dire on le croit que de dire on y croit. Et c'est une distinction assez fine que Lacan fait dans le séminaire Les Psychoses, entre le croire et y croire. Je n'ai rien à rajouter à cela. Moi, je trouve que c'est très sérieux la psychanalyse. Regarde ce qu'on fait, c'est sérieux. On se prépare un festin. Ça, c'est du sérieux. Michel, alors là, franchement, la manière de couper avec elle. Pardon, c'est pas la bonne arme. On peut pas passer comme ça. Qu'est-ce que tu veux, Michel? Le nom brusco, ça fait dire. Allez. Ça fait émerger les idées aussi. Je vais ouvrir. Moi, je pense que c'est là quand même. Je vais s'ouvrir. Très bien. Moi, je déguste. Le corps est à la fête. J'ai préféré soigner les gens, le corps et peut-être un peu moins l'âme pendant mon stage. Voilà, j'étais plus orienté là-dedans. Même comme Sainte-Marie, où il y a des médecins généralistes qui sont présents et qui s'occupent de médecine sans s'occuper de psychiatrie. Voilà. Ça n'a pas été ma tasse de thé. Maintenant, j'en ai retenu des termes, et voilà, ça m'a permis de comprendre un peu plus lorsque les gens parlaient. Alors, c'est un mec qui vient sur scène, qui commence à dire le texte, tu vois, puis il le dit de manière grandiloquente, puis tout d'un coup, dans les phrases, c'est comme une genèse, si tu veux. Parmi les phrases, tout d'un coup, il dit « Et pourquoi la viande, elle parle ?» Bien sûr, c'est ça la médecine générale, c'est prendre en compte toutes les dimensions du sujet, même si quelquefois, on aimerait bien n'en voir qu'une de dimension. Parce que c'est quand même plus facile. Ça dépend de l'heure de la consultation, ou du moment, ou dans quelle situation on est. Voilà. On ne peut pas avoir toutes les dimensions à chaque fois, c'est pas possible. Je dirais qu'avec le temps, j'ai appris encore plus à prendre de la distance, peut-être par le cumul. Voilà. Parce qu'au départ, ça vous envahit beaucoup. Et puis qu'on est tout feu tout flamme et qu'on est touché par tout. Et puis bon, je crois dans tous les métiers de ce style, où on est confronté à des grosses pathologies, à la mort inéluctable, et ainsi de suite, on arrive à se détacher de plus en plus. Voilà. Mais bon, j'ai beau le dire, j'y crois presque pas. Voilà. Mais il faut. Ça, pour nous, en tout cas, c'est important. Il faut le faire. Le médecin, là, oui. Il est vachement gêné avec ça, parce qu'il dit au début, j'étais tout feu, tout flamme, j'y allais les mecs. Et alors, j'en prenais vraiment trop. C'était trop dur. Alors, maintenant, je te mets tout ça là-bas, et puis je m'occupe que, comme il dit du corps, mais un espèce de corps objectif, quoi. Un corps objectivé, quoi. Un bout de barbac, quoi. L'organe. Hein? Mais c'est vrai que je vois le psy beaucoup plus en retrait, écoutant et pas forcément participant. Oui, le psychanalyste, oui, quelqu'un qui parle pas beaucoup, peut-être un peu froid, intellectuel, quoi, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un d'assez sobre, effectivement. On voit pas quelqu'un de très extraverti qui saute sur les
qui sautent sur les canapés, quoi. Une personne que j'avais reçue à 2 reprises et qui se trouve me rencontrer dans un supermarché en train d'acheter des packs d'eau. Et à la séance ultérieure, complètement déconcerté, déboussolé, de me dire mais le fait de vous avoir vu hors contexte m'a complètement perturbé. Comme si je devais être réduit à un bureau, à un fauteuil, et sans être dans une vie finalement, dans une certaine réalité. Donc effectivement, c'est une situation dans laquelle je me suis retrouvé dans un rayon d'un grand supermarché avec une patiente que j'avais reçue moi dans une consultation à l'hôpital, et par le plus grand des hasards, on se retrouve dans le rayon des packs d'eau où j'étais donc en train de me servir. On se salue, quelques secondes se passent, on se quitte, et lors de la séance suivante, la patiente assez je dirais angoissée, bouleversée par cette rencontre un petit peu brutale, en tout cas qui était brutale pour elle, de me voir hors contexte et de s'interroger sur cette dimension de l'analyste hors des murs de la séance et de ce qui peut être d'une vie, d'une autre vie. Donc ça a été pour moi le moyen de mettre au travail cette déconstruction du registre imaginaire pour cette patiente en question, de ce qu'elle pensait, de cette nécessité de s'accrocher à une certaine image, de cet autre qui se prêtait à une écoute et de pouvoir réceptionner sa souffrance. Et je trouve que ça s'est échelonné sur 2-3 séances, mais le moyen pour elle de dépasser quelque chose. Alors, la première chose qui me vient, c'est l'image d'Épinal un peu du divan avec la personne allongée et du psychanalyste en retrait comme ça, qui écoute et qui réfléchit comme ça à la psyché de l'analysant. J'ai pas de représentation, je l'ai pas vécu, donc je n'ai qu'une représentation fantasmagorique de la cure psychanalytique, allongée sur son divan et le psy écoutant en jouant au Scrabble ou je sais pas quoi de son côté, et écoutant vaguement ou prenant des notes de son patient. Non, c'est pas vrai, ça c'est un... Je ne sais absolument pas, je sais pas comment ça se passe. Voilà, je pense que ça peut se passer comme on est en train de faire en ce moment, tout bêtement. Je pense que c'est une force chez vous, quoi, peut-être. C'est d'être passé pour quelqu'un comme vous et moi, quoi. Et c'est ce que, des souvenirs que j'ai des psychanalystes, ou des psychothérapeutes, je sais plus exactement quel titre ils avaient. Et c'est que quand ils discutaient avec moi, c'était comme, quand on est adolescent, c'est pas comme un père, mais c'est comme ils veulent passer comme quelqu'un où on peut se confier, quoi. On peut tout libérer, quoi. On peut tout dire. Ils n'essayent pas de te juger par le haut, ils essayent de se mettre au niveau à mon niveau, donc au niveau des autres, quoi. Mais il y a aussi une chose, moi si tu me fais me ressouvenir d'un truc, c'est que un analysant venait de chez un analyste parisien. Il a déménagé, il a débarqué ici. Et il avait relaté lors d'une séance que dans le hall d'entrée, ça l'avait beaucoup choqué, dans le hall d'entrée, il y avait le filet avec les courses, il y avait les poireaux qui dépassaient vers... Vous voyez, hein, il y avait les poireaux qui dépassaient du filet. Et il racontait cette surprise, c'est-à-dire que c'était un corps, quoi, son analyste. C'est-à-dire qu'il mangeait, il bouffait, et comble du comble, il était possible aussi qu'il fasse des courses et qu'il mange, et qu'il fasse sa cuisine. C'est quand même extraordinaire, ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une sacralisation du psychanalyste, il y a une position du grand autre. Sacralisation. Je crois que c'est du côté du sacerdoce, du prêtre, quoi. C'est du côté du sacré. D'accord. Il est là, par surprise, il intervient, par moment. Donc c'est pas une mise en scène, on va pas mettre les poireaux dans la salle d'attente, on va pas... Oui, bien sûr. Mais comment non, je pense pas. Ce qu'il disait tout de suite, c'était comment désacraliser. C'est la surprise, c'est la surprise. Ça veut dire que c'est le moment où on ne s'y attend pas. C'est à ce moment-là que c'est intéressant. C'est parce qu'on ne s'y attend pas. Ça se désacralise voilà. comme donc ça. C'est évidemment pas... C'est-à-dire c'est quand effectivement il y a une rencontre avec un bout de réel, quoi. Quelque chose, oui, qui survient. Oui. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas à s'en occuper, parce que de toute façon, il intervient parce qu'on sera à côté. Parce qu'un jour, tu auras ton cabas que tu auras oublié, tu auras quelque chose que tu n'auras pas fait attention, justement, heureusement. Si par exemple je mettais ça dans la salle d'attente, tiens, voilà, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça donnerait si je mets ça? Je peux provoquer quelque chose? Moi, je suis pour
l'éruption. L'éruption, elle est forcément involontaire. On ne calcule pas. On n'est pas dans un théâtre. Donc il y a quelque chose qui va intervenir, qui va surgir. Oui, ça me paraît plus cohérent. Ce qui me paraît plus cohérent, c'est que justement, il fait appel à quelque chose que l'analyste peut lui-même pas maîtriser. Si tu commences à maîtriser les choses, tu vas. Regarde, Provoquer, tu disais. est-ce que provoquer, c'est maîtriser? Bah, d'une certaine manière, tu attends quand même une réaction. Tu suscites, tu susciter quelque chose. Tu vas repenser au bon coup que tu as fait la dernière fois avec cet analysant qui a sauté au plafond lorsqu'il a vu ceci, cela, les poireaux dans la salle d'attente ou des choses comme ça. Alors, donc ça, non, qu'est-ce que tu en fais ne se reproduit pas. C'est quelque chose qui va survenir comme ça. De la même manière que ton analysant sur le divan, tout d'un coup, on parlait de ces bruits du corps tout à l'heure. Tout d'un coup, il a une crampe, il a un bruit, il y a quelque chose, il avale de travers, il se met à tousser, etc. Toutes ces choses-là, c'est de l'improvisation pure, évidemment que c'est de l'improvisation. Et c'est quand ça arrive, qu'on le récupère, qu'on en fait éventuellement quelque chose. Je suppose on n'est pas gêné par aucun bruit du corps, hein, même s'ils sont intempestifs ou autres. Hein. Mais tu as démarré fort là, sur quelque chose, moi, qui me paraît vraiment très très important. Le ventre qui gargouille. C'est-à-dire la relation à l'autre par le corps, c'est-à-dire par toutes les émergences possibles du réel. Et on te dit qu'il n'est pas présent, le corps. Les bruits du corps prennent une place importante, montrent qu'il y a quelque chose, mais ce quelque chose, effectivement, le corps n'existe pas en tant que tel, on n'en a aucune idée de ce corps. C'est entièrement imaginaire, ce qu'on peut savoir du corps. Le corps, ce n'est guère qu'une image, ce n'est guère qu'un fantasme, ce n'est guère... Et pourtant, il y a quelque chose du corps qui vient s'imposer, là, sur le divan, qui est présent, par les bruits, par l'intermédiaire, entre autres, les bruits, qui vient submerger. C'est l'irruption du réel, en quelque sorte, qui vient fracturer, peut-être, l'image, qui vient bousculer l'image du corps. Regarde ça. Regarde ça. C'est beau, non? Des langues, hein? Des langues. C'est bon. Allez, glisse-le. Si tu le mets de travers, ça rentre juste. Comment directeur? Fais attention, ne te coupe pas le doigt. Hein. Je vais essayer. Ça rappelle des mauvais souvenirs. La coupure. Ouais. La coupure, allez, continue avec la coupure. Pardon. Ce sera tout pour aujourd'hui. À quoi ça sert la psychanalyse? Quoi ça sert la psychanalyse? Pour répondre à une question comme ça, je suis bien emmerdé. C'est pas évident. Essayer de se comprendre, de voir aussi si on est heureux. Je pense que beaucoup de gens en ont besoin, peut-être pas la majorité des gens. Donc voilà, plus on est cortiqué, plus on a besoin, je vais dire. Plus on se bouscule les méninges, et plus on a besoin d'une analyse, je pense. Plus simple on est, et moins on a besoin de fouiller. C'est un peu restrictif, hein, ce que je dis comme ça. Hein. Je veux dire, le laboureur, il n'a pas besoin de faire une analyse. Non, c'est pas vrai. Peut-être qu'il aurait besoin. Il a peut-être eu des maltraitances, il a peut-être eu plein de choses. Mais c'est pas ça. Je veux dire, plus on réfléchit à soi, et plus on aura besoin de se faire analyser. Je vais m'appuyer sur ce que peut-être à brûle-pourpoint ça évoque. Ça évoque un travail sur une recherche éventuelle d'une folie possible ou pas, je dirais dans un premier lieu, et peut-être, non pas l'idée de la conformité face à soi-même, mais peut-être ce regard de la société qui peut amener un être à se sentir en décalage. Ça, c'est comme ça une idée en premier jet. Si ça devait servir, ça serait raté. Le fait est que ça n'a pas un usage particulier, ça n'a pas un usage utilitaire. Servir,
Servir, ça voudrait dire se mettre au service de. Il vous aidera peut-être à vous connaître mieux vous-même, à régler vos problèmes. Moi, je le vois comme ça. C'est mon avis. C'est-à-dire à vous faire poser les bonnes questions. Quelqu'un qui puisse vous aider à vous comprendre, ou à résoudre les problèmes éventuels que vous rencontreriez. Peut-être ces problèmes à travers la parole, quoi. C'est-à-dire que le psychanalyste essaye de faire parler la personne, et à travers peut-être ses rêves, ses désirs et tout, de connaître un peu plus la personne et les problèmes qu'elle peut rencontrer, et essayer de les résoudre, quoi. Essentiellement par la parole, quoi. Est-ce que ça peut servir à vivre? Ah ouais. Quelquefois, c'est indispensable même, hein, justement, d'être un... Mais tu sais, c'est essayer de rentrer dans une certaine dimension. Comme tu parlais de la Torah au tout début. Dans une manière de regarder la vie. Donc, à quoi ça peut servir? Ça peut servir que les gens en souffrance qui viennent consulter peuvent petit à petit avoir la révélation de regarder autrement. Tu parlais du regard. De regarder autrement. Ça sert à regarder autrement. L'investigation du psychisme, soit dans le cadre d'une souffrance, d'une pathologie, soit pour un travail sur soi, pour se comprendre. Ah oui, ça en plaît bien. Inventer. Voilà, c'est cette dimension d'invention, parce qu'il n'y a pas un usage défini à l'avance. Il n'y a pas quelque chose qu'on a fixé, il n'y a pas un but précis à la psychanalyse. Si tu as cette idée d'un usage, d'un but, c'est raté, parce que tu n'y arriveras pas, justement. Tu n'es plus dans l'analyse à ce moment-là. Tu ne seras plus dans l'analyse. D'accord, la psychothérapie, la psychiatrie, enfin, un autre machin. C'est dans ce sens-là, ça sert à rien. Je ne sais absolument pas, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, je pense que ça peut se passer comme on est en train de faire en ce moment, tout bêtement. Et cette possibilité qu'il y a, à laquelle on est soumis, on se soumet, c'est de créer un lieu vide, de créer une place vide, hein, pour parler du vide. C'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire si simplement que ça. Alors, quand on sort du cabinet, on est bien... cette tentation ou cette habitude de l'écoute, elle reste. J'étais en train de me demander, mais parce que j'ai aucune idée de ça, mais j'étais en train de me demander, mais pour un peintre alors, le type, quand il a fini sa toile, n'est-ce pas? Bon, il a fini sa toile, il est content, il la remet contre le mur, et puis il va sortir dans la rue. Est-ce que pour autant il cesse de voir les couleurs? Mais non, justement. Ça continue. Mais bien sûr, il est imprégné de ça. Oui, par rapport à cette histoire de la couleur, moi ce qui me semble, c'est qu'on ne peut pas dire qu'un peintre s'arrête avec la couleur quand il va chez le marchand de couleurs. Ça ne s'arrête pas. Pour autant, ce qu'il rencontre, c'est des tubes de peinture. Et les tubes de peinture, ça n'a jamais fait la peinture. La peinture, c'est autre chose. La peinture, c'est précisément l'art de pouvoir aussi trifouiller avec les tubes de peinture. Les foutre par terre, faire n'importe quoi avec, comme ils font souvent d'ailleurs, parce que c'est vraiment dégueulasse, une palette, quand on la regarde. Mais avec ça, ils font la peinture. Alors, dire que l'analyste, quand il sort, il cesse d'être analyste, c'est dire comme si le peintre, tout d'un coup, il voyait tout en noir et blanc, dès lors qu'il est sorti de son atelier. Mais dire qu'en même temps, il est dans le travail à ce moment-là, quand il est chez le marchand de couleurs, certainement pas. Il n'y est pas à ce moment-là. Il faut une situation. La situation, c'est celle de l'atelier dans lequel il y a la toile, et puis qu'il crée avec ça. Hein? Alors que, à contrario, plus exactement, je veux dire dans le prolongement, il y a contrario, mais dans le prolongement de ce que je veux dire, c'est que le travail qui se fait au divan, derrière le divan, hein, c'est un travail, ça n'empêche pas l'analyste d'être en rapport avec le signifiant, parce que de toute façon, il ne peut pas faire autrement, puis que c'est comme ça, y compris dans des situations qui n'ont strictement rien à voir. Mais ce n'est pas la situation analytique. Ça suppose un cadre, minimum, il me semble. C'est ça que je voulais dire. Il y a la question d'un analysant ou d'une analysante. Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter? Voilà, pas grand-chose assurément.
Hein? Il n'y a rien à inventer. Surtout pas. Et moi, je pense que dans la psychanalyse, il faut que ce soit la personne qui amène le substrat, et puis qu'après, on doit broder là-dessus. Mais est-ce que le psy doit participer et doit piquer pour que les gens sortent quelque chose? Je ne sais pas. C'est que la réponse, on le pose par principe et par définition, c'est que la réponse, elle est chez celui qui pose la question. Ça, c'est quand même assez essentiel. Ça veut dire que c'est pas moi, analyste, je ne vais pas apporter la réponse, je ne vais pas apporter une solution, je ne vais pas dire la vérité, elle est là. On rejoint cette question de vérité qu'on pose toujours. On dit, la question que vous avez posée, qu'est-ce qui vous... On retourne la question. Ouais, c'est pas cet artifice... Non mais j'entends bien, on le sait ça, ce que tu viens de dire là. Nous le savons. C'est essentiel. Non mais nous le savons. Se pose la question, comment tu vas l'expliquer à un néophyte? Donc je suis très très méfiant vis-à-vis des personnes, mais pas de la théorie en elle-même. Je la trouve passionnante. Hein, il y a un champ d'études passionnant, à condition qu'il soit pris évidemment avec beaucoup de précaution. La capacité de comprendre qu'une interprétation n'est pas une vérité. Et que ce qui fait sens pour l'auteur du commentaire ne doit pas être figé dans le marbre, doit être prononcé avec suffisamment de précaution pour transmettre l'idée que ce n'est qu'une des interprétations possibles, que ce n'est qu'une subjectivité possible. Toi un peu, allez, fais-moi plaisir, ne prends pas les choses au tragique comme ça. T'as pas de tronger les sangs toute la soirée avec cette histoire. T'as pas un caractère facile, faut le reconnaître. Lana Humar, elle prend une semaine de vacances, ça va lui faire du bien. Elle va respirer un peu. Il faut que ça respire une femme, tu sais. Je devrais être en vacances, mais en ce moment, j'en ai marre de cette histoire-là. Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là comme ça autour d'une table. Moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des couches sur la tête de maman avec, mais tu sais, avec le poisson. Ouais. Du poisson? Ouais. Mais c'est très bon, ça. C'est de l'argent? Mais tu vas gagner de l'argent. Ah bon? C'était amusant quand même. Ah dans le oui, film, c'était la très drôle. séquence où il y a c'est Bakri. Oui, Henri, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il raconte un rêve, il a rêvé. C'est ça, il dit qu'il a rêvé de sa mère et qu'il rêvait qu'il lui donnait des grands coups de poisson sur la tête. Et sa mère lui dit, mais c'est un signe ça mon fils, c'est un signe que tu vas gagner de l'argent. Tu vas gagner du pognon, voilà, c'est ça. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que interpréter un rêve, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire correspondre à une situation, une interprétation, une signification figée. Je rêve que je perds les dents, c'est un rêve de mort. Voilà, comme là, c'est un rêve, ça veut dire que de l'argent. C'est ça. Alors que l'interprétation, c'est pas du tout ça, en psychanalyse. Oui, nous savons très bien que, par contre, elle s'entend du côté du signifiant. Puisque, au fond, tout rêve est un récit. Donc, ce qu'on entend, c'est le récit du rêveur. C'est ça. Et on aurait pu interpréter autrement. C'est-à-dire, au fond, cette mère, elle l'empoisonne. On voit bien pendant tout le long du film, elle est insupportable, cette mère. Et le rêve du poisson, c'est vraiment le rêve de l'empoisonner ou de l'empoissonner. L'empoissonner. Ce serait plutôt ça. Oui, donc, en fait, on interprète le récit du rêve. Les gens ne comprennent pas ça. Le meilleur lecteur d'un rêve, c'est d'ailleurs le rêveur lui-même. C'est vrai. Mais il y a aussi une chose intéressante par rapport à ça, c'est la question du savoir. C'est-à-dire qu'on pense comme ça, mettre la main sur un savoir, sur la vérité. C'est-à-dire qu'on pense que le savoir et la vérité sont conjoints. Alors que pas du tout. Ça aussi c'est quelque chose d'assez difficile à admettre. Et donc dans une cure,
effectivement, on pense à un moment donné que l'on va accéder à la vérité. Ou à une connaissance plutôt. Voilà. Plutôt une connaissance de soi. On va accéder à un savoir sur la vérité. Alors qu'en fait, le gain de savoir que l'on a, c'est pas un gain de savoir dans la vérité, c'est un gain de savoir sur la vérité que l'on a imaginée. C'est pas du tout pareil. Ça rejoint cette question que ce n'est qu'une connaissance. D'accord, voilà, on rejoint l'idée de la connaissance. Oui. Donc la question de l'interprétation, elle est quand même difficile. Et là, il y a effectivement des clichés par rapport à ce que ça peut être. Les signes. C'est-à-dire on se trouve des psys, on se trouve par exemple à table, avec des amis, etc. Alors parce que l'on est repéré comme psy, on va interpréter tout ce qui se passe. On est des voyants. Des voyants. C'est ça. Tout à fait. Du côté de la voyance. On va en voir un autre de film. Allez, ok, on y retourne. Mais bon, faut-il que la personne qui est en face de vous arrive à bien... parce que ça peut, pour moi, quelqu'un qui vous fait ça mal ou quoi, au contraire, ça peut vous nuire encore plus. Donc faire très attention à ça et aller vraiment, oui, chez un psychanalyste surtout, et pas essayer de faire ça avec des gens qui, entre guillemets, se croient intelligents, comprennent tout ça, et je pense que bon, ça peut être négatif quand même. Parce que bon, voilà, pour moi, il y a la manipulation, il y a toutes ces choses-là, donc il faut faire confiance, il faut pouvoir faire confiance à quelqu'un. Et puis au milieu de tout ça, évidemment, on ne peut pas parler finalement avec des personnes qui traitent la psyché sans le désir. Quel est le désir justement là, et de la personne et puis des soignants? Est-ce que le fond de ce désir, l'intentionnalité de ce désir, c'est de relever les personnes par la vie, voilà. Toujours passer par le flot de vie. Non, il y a le désir aussi. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais avec vous. Nous, là, on en parle entre nous. Maintenant, on est devant un public. Il y a 50 personnes de philosophes, par exemple. Il y a 50 personnes, j'en sais rien, des historiens, puisqu'il y a eu une intervention avec un historien. Bon, ils n'en savent rien du tout. Et tu vas attaquer comme ça en disant, point, la psychanalyse, ça ne sert à rien. Tu vas même dire cela à quelqu'un qui est en souffrance? Il faut quand même la poser comme ça. Est-ce qu'on pourrait rajouter, mais ce rien est essentiel? Dans ce monde qui est sursaturé, bien sûr d'objets, bien sûr de toutes sortes de choses et de réponses, de toutes sortes de... Eh bien, il y a un espace, il y a un endroit, il y a un espace, il y a une place. Pas facile à faire entendre. De toute façon, la psychanalyse n'a pas gagné ni des dévots, ni des adeptes, ni quoi que ce soit. Elle n'est pas là pour ça. Donc, le discours n'est pas de prosélytisme. À partir du vide, créer un mouvement, un peu comme le jeu de Taquin, je crois. À partir de cette case vide, créer du mouvement. Ah oui. S'il n'y a pas la place vide, on ne peut rien faire. Je ne sais pas ce que c'est que ce jeu. Voilà, le jeu de Taquin, c'est ça. Ah, c'est ça. Si tu n'as pas le trou là, tu peux rien bouger. Voilà. Donc, et voilà la place vide. Tout le monde a besoin d'être écouté. Même moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui écoute. C'est sûr, on a besoin. Hein. On a son meilleur ami, on a ses parents, on a qui que ce soit à qui on parle, de toute façon. Donc, pourquoi il parle autant chez le coiffeur et au curé et au rabbin et au machin? Pourquoi autant? Parce qu'il y a besoin d'être écouté, c'est sûr. En revanche, pour atténuer cette souffrance, pour essayer de mieux dormir la nuit, ou je leur dis, faites-vous aider ou allez voir quelqu'un. Je ne dis pas ni psychologue, ni psychothérapeute, ni psychanalyste, je dis allez voir quelqu'un. Et c'est vrai que dans l'époque est assez difficile psychologiquement, je crois, pour tout le monde. Hein. Donc, de toute façon, quelle que soit la forme sous laquelle c'est fait, une réflexion et un travail sur soi serait certainement une bonne chose que ce soit fait par tout le monde. Ouais. Voilà. Et les psychanalystes, c'est vrai qu'ils se font plus rares. Ils se font discrets. Bon, ce qui est une référence. Bon, après, il faut peut-être les chercher sur Internet.
faut connaître des noms, ou alors sur le bottin aussi. Et une fois, c'est vrai qu'une fois, il y a très longtemps, j'ai eu un gros problème et j'ai pris le téléphone et j'ai appelé, mais bon, j'ai pas appelé un psychanalyste, j'ai appelé une psychologue. Et c'est vrai qu'elle a eu des bons mots pour moi. Ça, j'ai oublié. Et par téléphone. Elle m'a même pas demandé à venir en cabinet parce que c'était immédiat et ben j'ai eu une réponse. Mais bon, je suis peut-être bien tombée aussi. Alors le hasard, bon, on se demande. Hein. Des personnes à l'écoute qui sont là pour résoudre, pour essayer d'aider leurs gens dans leur détresse, dans leur malheur, de les faire sortir de leurs difficultés au quotidien. Par exemple, Freud, quand on connaît ce genre de personnage et tout ce qu'il a aidé à faire pour le développement personnel, pour aider les gens, je pense pas que les psychanalystes soient des fous, au contraire. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être une certaine frange de population qui doivent être un peu plus extrémistes dans leur façon d'agir, dans leur façon d'être, et bon, c'est dans n'importe quelle profession, quoi. Pardonnez-moi, Freud et Lacan, je ne connais pas assez pour pouvoir disserter sur leur méthode, mais j'ai un peu lu. Bon, ça me parle, bien sûr. Moi aussi, j'ai une libido, moi aussi, j'ai des problématiques de ce type, mais je ne sais pas si tout peut être réduit ou résumé à travers ce que j'ai entendu et au séminaire et dans quelques livres de la psychanalyse. Elle m'intéresse, elle m'interroge, elle ne me fait pas peur. Le témoignage n'est pas tant sur ma pratique, mais c'est que moi, justement, étant dans un accompagnement, je mesure combien votre travail est fondateur et fondamental et incontournable, d'autant plus. Vous êtes ceux qui êtes, à l'heure actuelle, pour moi, les seuls qui pouvaient répondre à une société très en crise, comme elle ne l'a pas été depuis fort longtemps. Silence sur le plateau. Ça tourne. Bon alors, qu'est-ce qu'on a fait là, Jean-Louis? On a vu le film, on a bien pratiquement terminé. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire, nous? Nous réalisons nous-mêmes que c'est difficile de faire un film qui parle, qui traite, qui évoque de la psychanalyse. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus de cet objet? Comment le nommer alors? C'est pas un documentaire? Est-ce que c'est un film? Ou c'est un texte? Je sais pas. Je pense que c'est un dit. Et aux spectateurs, à ceux qui vont le lire, l'entendre, le voir, se dit, peut-être d'essayer de cerner de quel dire il s'agit. Donc on ne peut pas dire que ce film soit, ce soit un dit qui traite de la chose psychanalytique. Elle s'en inspire. Oui, on disait que c'était difficile de faire un film qui traite de la psychanalyse. D'ailleurs, on se rappelle que Freud, lui-même, avait refusé une proposition de faire un film sur la psychanalyse. Puisqu'il disait c'est impossible. Ah, c'est impossible à dire, comment on peut se débrouiller quand même pour dire quelque chose? Nous avons cadré et que nous avons monté et que nous avons aussi scénarisé. Donc effectivement, ça peut pas être autre chose qu'une fiction. Ça me fait penser à autre chose, c'est cette idée qu'il y aurait des films de fiction et qu'il y aurait des films documentaires. Vous l'avez entendu, ça? Oh oui. Il y aurait comme ça, il y aurait comme ça... Je n'entends même que ça. Il y aurait comme ça un partage. Hein? Est-ce que nous avons fait un film documentaire? Ou est-ce que nous avons fait un film de fiction? Est-ce qu'un film documentaire, ça existe vraiment? Non. En fait, tout film est un film de fiction. Et notre film est aussi un film de fiction. Et cette question de la fiction, on la retrouve dans ce film de Raoul Ruiz, Peut-être que rien n'est sérieux. Généalogie d'un crime. Le problème à moi, ils sont pas sérieux. Où, dans son aspect formel, Là, je parle comme le toi, film tu vois. est lui-même Je suis un travail psychanalytique. Toi, tu es Jeanne. Alors évidemment, c'est un film S'il de te plaît. fiction. C'est un film de fiction, mais c'est la forme qui vient montrer qu'il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de dehors, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a plus d'envers, il n'y a plus d'endroit. Hein,
Il n'y a plus de vrai, il n'y a plus de faux. La copie d'une copie ne nous donne pas l'original. Et l'envers de l'envers ne nous redonne pas l'endroit. On comprend ça, toute la topologie lacanienne, le Möbius, etc. Et c'est par la forme même qu'il y parvient. Donc c'est vraiment une mise en abîme de la fiction de soi-même. Chacun est la fiction de soi-même. Voilà. Et ça, c'est montré par l'aspect formel. Mais c'est très rare des films qui peuvent peut-être permettre d'approcher. Alors l'inconscient, de ce qu'il en est du fonctionnement de l'inconscient, et non pas de ce que c'est que la cure psychanalytique ou la théorie psychanalytique. Voilà. Donc je pense que nous avons fait une fiction. Ah oui, bien entendu. Même si au départ, nous pouvions penser qu'il s'agissait de faire témoigner et donc de dire quelque chose de vrai, ce qui est une aporie totale, mais de dire du vrai sur la psychanalyse. Comment transmettre la psychanalyse? Nous le faisons par un film, mais la réalité se pose tous les jours. Comment un psychanalyste peut-il transmettre quelque chose de la psychanalyse? Oui, vous voulez que je réponde? Je sais pas, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Mais vous êtes obligé d'être aussi désagréable, là maintenant tout de suite. Moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé, que l'on entend dans toutes les émissions de critique cinématographique, par exemple, c'est le terme de réel. Et on va parler de cinéma du réel. Avec cette confusion que le réel serait la réalité. Alors qu'en fait, le réel était représentable. Je crois que c'est surtout notre réalité qui apprivoise le réel. Et au fond, nous avons dans ce film certainement tenté au départ d'être au plus près de ce que nous disaient les gens, mais avec le montage, comme vous le disiez très bien, le découpage, il y a quelque chose de notre propre vérité qui est venu s'inscrire dans ce film à notre insu, et qui est une part inconsciente, qui se traduira certainement dans le style de ce film, on va l'appeler comme ça, et puis dans ce qui sera aussi interprété, reçu, plus que l'interprétation, reçu par ceux qui le verront. Le style, c'est ce qui échappe à l'homme, mais c'est ce qui transmet la vérité d'un désir. Je trouve que les psychanalystes, quand ils parlent de psychanalyse, ne font pas entendre leur désir, les psychanalystes. Ils viennent rabâcher de la théorie et ils nous endorment. La transmission de la psychanalyse, pour revenir à la question d'avant, c'est justement de faire entendre son désir. Si tant est qu'il puisse y avoir transmission de la psychanalyse, déjà ça doit passer par ceci, ce que vous dites, faire entendre son désir au niveau du psychanalyste. Mais le style, pour moi, avant toute chose, c'est un écart. C'est un écart par rapport à une norme. C'est un écart qui va définir le style. Lacan, lorsqu'il parlait, il s'écartait. Il était dans cette distanciation, dans cet écart, de tous les discours psychanalytiques qui avaient eu lieu avant lui. Ça constitue son style. Décalé. On peut dire décalé, bien sûr. tiny cottage, yawn down by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see. We'd like to start